orateur, professeur Slaoui de CHU de Kazan et par la suite professeur Abkari. Donc c'est une session de cas cliniques de pédiatrie générale avec suspense sur le contenu de la présentation. Vous allez la découvrir au fur et à mesure. Donc sans tarder, je donne la parole au professeur Slaoui. Vous avez la parole. Merci Monsieur Fida. Vous pouvez s'il vous plaît projeter la première diapo. Je vais partager avec vous très rapidement et à travers quelques cas cliniques la pathologie respiratoire hivernale que nous vivons tous en cette période. Alors, le premier cas clinique, c'est celui du petit Emran de 4 mois, hospitalisé le 14 février 2021 pour détresse respiratoire fébrile. Il n'a aucun antécédent pathologique particulier. Il a été hospitalisé pour fièvre, toux rénové, évoluant depuis une semaine, puis installation du gel respiratoire. À l'examen, il était très polypnéique, très tachycarde. Il avait des signes de lutte intense, pas de crépitant ni de sibilant. Il désaturait à 88%. Voici sa radiographie pulmonaire. Qu'est-ce que vous voyez et à quel diagnostic vous pensez? Alors, malheureusement, on n'a pas le temps d'être interactif, j'ai 20 minutes. Alors, vous voyez sur la radio qu'il y a un volumineux pneumomédiastin associé à une distension parenchymateuse bilatérale. D'accord? Et le pneumopéricarde. Devant ce tableau, déjà à l'étape clinique, on s'était demandé s'il s'agissait d'une pneumonie sévère. On est obsédé par le Covid. Mais il n'y a pas de raison qu'il y ait un pneumomédiastin. Une bronchiolite sévère, virale, soit surinfectée devant la fièvre à 39, soit une bronchiolo-alvéolite virale devant la distension et devant le pneumomédiastin, une infection virale à SARS-CoV-2. Je passe. Sur le plan biologique, la numération était strictement normale. Il y avait une hyperleucocytose, APNN. La cériaxine-protéine était à 15, donc pas en faveur d'une infection bactérienne. La PCR SARS-CoV-2 était négative. D'accord? Les hémocultures étaient stériles. On l'a pris en charge comme traitement symptomatique et le médecin de garde l'avait carrément mis sous ces 3G. Aucune amélioration clinique, aggravation de la détresse respiratoire cyanose. Juste avant de le transférer en réa, on a fait une TDM. Et regardez la TDM, vous avez des atteintes alvéolaires bilatérales associées au pneumopéricarde. Je ne sais pas comment il fonctionne le pointeur pour vous montrer le pneumopéricarde et une atteinte interstitielle en haut. On s'est dit, est-ce qu'on est passé à côté d'un SARS-CoV-2? Non, la PCR était bel et bien négative. Pardon. Alors la PCR était négative. On a quand même fait une sérologie pour voir s'il y a des IgM négatives. On fait une PCR multiplex qui, elle, identifie un coronavirus, non pas le Covid-19, mais un OC43 et un rhinovirus entérovirus. Il a été pris en charge en réanimation, il a très bien évolué, il nous a été retransféré. Voici sa radiographie pulmonaire de face. Et là, je rappelle qu'il y a des coronavirus humains endémiques qui sont là, c'est l'OC43 qu'on a trouvé, l'OC229E, le LL63. Ils sont responsables habituellement d'infections saisonnières bénignes. Et il y a les 3 coronavirus des 3 dernières années, le SARS-CoV de 2003, le MERS-CoV, le Middle East SARS-CoV de 2012, et le SARS-CoV-2 qui est toujours en cours d'évolution. Et il y a une publication récente qui montre que le coronavirus OC43, qui n'a rien à voir avec le Covid-19, peut donner des tableaux de pneumonie identiques à tout point de vue à celle du Covid-19. Alors, une étude intéressante sur ce fameux OC43 à Marseille, de 2017 à 2019, ils ont recensé 136 cas, dont 38% d'enfants âgés de moins de 5 ans, et ils ont eu 9 décès, dont un nourrisson de 10 mois. Donc, ce coronavirus OC43 réputé
pour être bénin n'est pas aussi bénin qu'il est. L'originalité de cette observation, c'est qu'on était braqué sur le coronavirus Covid-19 et voilà sur ce qu'on tombe sur un coronavirus qu'on ne connaissait pas, qui était réputé pour être bénin. Quant au rhinovirus entérovirus, c'est la cause la plus commune des infections respiratoires hautes, le rhinovirus, c'est le nez qui coule, mais attention, il peut donner des bronchites, des bronchiolites, des otites. D'accord? Les co-infections virales sont fréquentes dans toutes les séries, 20 à 59% des cas, je passe. Juste pour vous donner une idée des virus qu'on a trouvés dans un travail qu'on a fait entre 2018 et 2021, chez les enfants, chez qui on a pu faire une PCR multiplex ou bien un test rapide grippe A la semaine dernière et un test rapide VRS. Le VRS prédomine, suivi par le virus de la grippe H1N1, suivi par le rhinopterovirus, le métapneumovirus et le parainfluenza. Et nous avons eu beaucoup de co-infections, VRS rhinovirus, H1N1 rhinovirus, etc., etc. Dont le coronavirus, dont je vous ai présenté l'observation. Et hier, le docteur Cohen a dit quelque chose de très intéressant. Ils ont le test rapide disponible aux urgences. Chez ces enfants qui viennent, la semaine dernière, en 2 jours, j'ai eu 7 H1N1 chez des enfants fébriles à 40, lymphopénie, je leur ai dit impossible, c'est le Covid-19. Covid-19, négatif. Grippe A positif, c'est chez tous. Voilà, et alors si on voit les virus qu'on a trouvés en fonction des tableaux cliniques dans la bronchiolite, c'est essentiellement le VRS, vous avez toute une série de virus. L'exacerbation d'asthme qui est toujours déclenchée le plus souvent par les virus, c'est le rhinovirus suivi par l'influenza, les pneumonies VRS, influenza, les laryngites, on a ce fameux coronavirus OC43 et on a aussi le coronavirus NL63. Alors, cas clinique 2, comment on fait marche arrière comme ça? NS, âgé de 4 ans, admis en janvier 2019, avant l'ère du Covid, au Maroc, pour exacerbation d'asthme sévère, connu asthmatique, sous traitement de fond très mal suivi, et qui avait un asthme non contrôlé, et qui a été hospitalisé pour une exacerbation d'asthme sévère, avec une cyanose péribuccale, des signes de lutte intense, un emphysème sous-cutané que je n'ai jamais vu de ma vie, extrêmement important. Il saturait à 82%. Quelle sera votre attitude? Bien sûr, vous allez gérer l'exacerbation d'asthme sévère, oxygéné, salbutamol en mobilisation alternée avec les anticholinergiques, le solumédrol, l'hyperhydratation. Selon les protocoles en vigueur de l'exacerbation d'asthme sévère. Hélas, cet enfant ne s'est pas amélioré. Il s'est aggravé. Il a développé un tableau d'asthme aigu grave. Sueur, agitation, signe d'hypercapnie, signe d'hypoxie. On a appelé les réanimateurs, mais en attendant, on a démarré le salbutamol en SAP 0,5 gamma km. Voici sa radio initiale. Elle vous montre des foyers alvéolaires diffus. Regardez. Elle a été faite, bien sûr, avant l'aggravation. Et on s'est dit, qu'est-ce que c'est? On n'était pas à l'ère du Covid. On a complété par une TDM. Regardez cette TDM, qu'est-ce qu'elle montre? Regardez l'emphysème de la paroi thoracique, ce qu'il est important. Regardez le pneumomédiastame, le pneumopéricarde et une pneumonie bilatérale très étendue. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis? Alors, le bilan biologique, regardez, le bilan biologique, on a, bon, le pointeur il ne fonctionne pas, on a 3200 blancs avec 850 lymphocytes. Et finalement, à la PCR multiplex, c'est un virus grippe A, H1N1 sévère, sur terrain d'asthme non contrôlé. Et j'en avais eu 2 sur 20 en hiver 2019 qui avaient été hospitalisés en réanimation. Après 4 jours de réanimation, il est revenu au service. Il s'est de nouveau aggravé, retransféré en réa, où il a été mis sous nébulisation de salbutamol en SAP, Tamiflu, Triacef, Triaxone, Ciprocine,
s'est améliorée, on a renforcé le traitement de fond et on l'a mis sous corticoïdes inhalés, bronchodilatateurs de longue durée d'action à forte dose et antileucotrienne, éducation thérapeutique, plan d'action à domicile imprimé qu'on remet aux parents en arabe et cahier de suivi obligatoire. Malheureusement, je l'ai revu une seule fois et il est perdu de vue. Hélas, hélas, hélas. Parce que chez ce genre de malade, je devais jouer aux flics et vaccination antigrippale tous les ans, tous les ans. Radio de contrôle, évolution spectaculaire. D'accord? Donc, vaccination antigrippale, elle devait renforcer le traitement de fond. Une étude intéressante sur la grippe H1N1, c'était une étude multicentrée qui a été menée en 2009 et publiée en 2011, qui montre clairement que les deux principaux facteurs de risque, c'est la grippe de l'enfant de moins de 3 mois et l'asthme avec un traitement de fond mal suivi. Ce sont les deux principaux facteurs de risque associés aux autres terrains que vous connaissez comme facteurs de risque dans le Covid-19. Et les complications de la grippe, elles sont nombreuses, pneumopathie, pleuropneumopathie, etc., etc. J'avance. Et comment expliquer cette prédisposition des asthmatiques aux formes asthmatiques non contrôlées? Eh bien, c'est le rôle de l'inflammation de type 2, production prédominante des interleukines 4, 5 et 13, réduction des réponses immunitaires innées, et surtout les différents types d'interférents essentiels à la réponse antivirale. Non. Alors, là, ce bébé est actuellement hospitalisé au service, 11 mois, siffleur récurrent, dyspnée sifflante très sévère, il était somnolent, il était hypotonique, des signes de lutte intense, il désaturait à 89%. Voici sa radio. Il y a juste cette atteinte rétractive du lobe supérieur droit. On a fait une PCR Covid négative. Il est aussi positif à la grippe H1N1. C'est le 7e cas en 2 jours. Là, on est confrontés tous à l'épidémie de bronchiolite. 147 hospitalisations durant le mois de décembre. À l'épidémie de grippe. Et heureusement, il y a le Covid dans la nouvelle souche. On n'a pas encore beaucoup de cas. On a 3 peut-être cas à l'hôpital. Transféré en réanimation, intubé, ventilé, 4 jours. Je l'ai transféré, il nous a fait des pauses. Elle arfe là. Intubé, ventilé, là il est revenu, il va beaucoup mieux. Juste pour vous sensibiliser à ce problème de grippe. Dernier cas clinique, très rapidement, je pense que je suis dans les temps. Oussama, je passe vite. Oussama, dernier cas clinique. Oussama, 1 an, qui avait été hospitalisé chez nous pour bronchiolite virale. Modéré. Un beau bébé, eutrophique, température modérée, sibilant audible, il saturait à 91%. Et regardez sa radio, une distension bilatérale avec un petit cœur en goutte. Le bilan infectieux initial était négatif. Bronchiolite virale classique, sur un terrain eutrophique, aucun antécédent pathologique. Il ne s'améliore pas. Il continue à siffler. Ça, c'était avant l'heure du Covid. Il continue à siffler. Bilan infectieux initial négatif. Regardez, il y a une apparition de foyer infectieux ici. On refait la radio. Là, c'était à J20. On a une atteinte rétractile de la base droite. CRP à 60. Il a été traité par les antibiotiques. On a lancé le traitement des siffleurs persistants, test de la sueur normale, bilan immunitaire, HIV, immunoglobuline, sous-population normale. Ma collègue, professeur Adnel, lui a fait une bronchoscopie où elle a trouvé des sécrétions abondantes, pas de corps étranger bronchique. Et on a complété par une TDM. Quel est votre diagnostic? Il est resté chez nous hospitalisé 3 mois, ce bébé qui est entré pour une bronchiolite modérée. La TDM montre un aspect en mosaïque avec une alternance de zones claires, avec une inflation qui est due au piégeage d'air. Ça veut dire qu'il y a une atteinte bronchiolaire, l'air rentré ne ressort pas, qui alterne avec des zones opaques.
opaque. C'est ce qu'on appelle l'aspect en mosaïque, qui est typique de bronchiolite oblitérante. Et il a même développé une DDB, ce pauvre petit garçon. Eh bien, la bronchiolite oblitérante, c'est une complication, c'est un symptôme clinique caractérisé par l'obstruction chronique des petites voies aériennes. C'est une grave séquelle des pneumopathies dues au virus ou germatypico-bactéries survient chez des enfants préalablement sains. Elle se caractérise par une atteinte de la paroi des bronchioles, une inflammation, une fibrose, un dépôt de collagène et une oblitération complète. Le plus souvent dû à l'adénovirus, mais également aux autres virus et bactéries. Je passe sur la physiopathe. Deux tableaux cliniques. Soit ça survient au début immédiat de l'épisode d'infection virale et ça évolue d'un seul tenant vers l'oxygénodépendance immédiate, ce qui est le cas de cet enfant, soit l'évolution elle est lente sur plusieurs semaines, voire mois. Le diagnostic doit toujours être évoqué. Lorsque chez un enfant préalablement sain, la symptomatologie respiratoire persiste au-delà de 4 à 6 semaines. Après l'épisode aigu, parfois grave, de bronchiolite virale ou de pneumonie virale, vous êtes d'accord avec moi? Une bronchiolite aiguë virale modérée, elle guérit en 10 jours. Le tableau clinique, persistance de la toux, de la dyspnée à l'effort et un stade tardif, apparition d'un hypocratisme digital, d'une cassure de la courbe de poids d'HTAP, les signes d'une insuffisance respiratoire chronique. Sur le plan fonctionnel respiratoire, il y a beaucoup d'asthme. Il y a beaucoup de bronchiolites oblitérantes qui sont étiquetées asthme. Et là, à l'EFR, on a un syndrome obstructif qui n'est pas réversible sous bêta-2 mimétique. J'ai fini. Donc voilà, je rappelle les images, il reste 2 diapos, les images scannographiques. Retenez l'aspect en mosaïque, zone segmentaire ou lobulaire d'hyperclarté fixe et l'hypoperfusion. Atelectasie, épaississement bronchique. Je passe. Alors, j'ai fini. Le traitement, c'est quoi? On donne des bronchodilatateurs même s'il y a peu ou pas de réponse. Pourquoi? Parce que quand ils sont au stade de DDB, il y a une hyperréactivité bronchique, voire même des corticothérapies inhalées. Mais le traitement de la bronchiolite oblitérante au décours d'une bronchiolite virale ou d'une pneumonie virale, c'est la corticothérapie. La corticothérapie, surtout à haute dose, sous forme de bolus de solumédrol. L'antibiothérapie alternée, on sait que l'azithromycine au long cours a un effet anti-inflammatoire, elle est conseillée. Au stade de DDB, c'est la kiné. Si elle est localisée, c'est la lobectomie. Il faut absolument vacciner ces enfants vulnérables contre la grippe, contre le pneumocoque, avec un respect du schéma vaccinal normal de tout enfant. Voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Slaoui, pour cette belle présentation qui vient vraiment au moment parce qu'on reçoit beaucoup d'enfants avec ces pathologies respiratoires et avec la Covid, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, le diagnostic différentiel et vous avez fait le multiplex pour faire la part des choses, c'est très important, mais dans la pratique quotidienne, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on a des infections respiratoires sévères qui traînent. Et d'ailleurs, pour ma question, donc, la notion d'hyperréactivité bronchique, donc à la suite d'une bronchite un petit peu sévère, comment faire la part entre cette entité et la bronchiolite oblitérante? Donc, écoutez, l'hyperréactivité bronchique, chez l'adulte ou là chez le grand enfant, on peut avoir une bronchite et une persistance de sifflement, généralement il régresse. D'accord? Et quand on fait une EFR, en cas d'hyperréactivité bronchique modérée, on trouve un syndrome obstructif qui répond au moins partiellement. La bronchiolite oblitérante, c'est quelque chose. Dans le tableau clinique, déjà, il est beaucoup plus sévère. Quand on a une bronchiolite oblitérante, à part le FR, on a la dyspnée à l'effort, on a la persistance de la toux, des sifflements, apparition plus tard de l'hypocratisme. Le tableau, c'est un diagnostic d'abord clinique. Ensuite, fonctionnel respiratoire et scannographique. Il y a quelques années, il faisait la ponction, la biopsie.
elle est dangereuse, ils ne la font plus. Donc, la clinique, la TDR aspéomosaïque et l'UFR. Oui, professeur. Alors, merci pour cette présentation intéressante. C'est le H1N1. Moi, j'ai juste une petite question par rapport à la littérature. Est-ce qu'on signale quelque part la prévalence de ces formes graves parmi les cas en général de H1N1? Si on a cette prévalence, on aura une idée exacte sur la gravité du problème. Parce que je me rappelle très bien, la H1N1 elle a alerté tout le monde et à un certain moment, on a préparé la vaccination et puis après, il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, aussi, on peut avoir, c'est-à-dire, parce que, comme m'a dit Hida, et le temps de cette présentation, bien sûr, c'est vraiment le moment, mais il serait plus intéressant de voir quelle est la place. Sinon, on va sortir comme si tout H1N1 il va déboucher sur une forme. La question est extrêmement pertinente. Malheureusement, je suis passée vite. Vous avez enlevé les diapos. J'aurais aimé montrer la publication multicentrique faite en France en 2011. Ils insistent sur le terrain à risque. Premièrement, le nourrisson de moins de 3 mois. Les parents doivent être vaccinés. Un bébé qui naît en hiver, les parents, les soignants doivent être vaccinés. L'asthmatique en première position. Je joue au flic. Et malheureusement, j'ai beaucoup de problèmes. Je joue au flic. Pas plus tard que jeudi, je joue au flic. Ils confondent la grippe et le Covid. Allah dara. Je joue au flic, surtout pour ceux qui ont été hospitalisés en réa. La drépanocytose, les cardiaques, les autres bronchopneumopathie chronique obstructive, mucoviscidose, la grippe AONS. Les terrains à risque, il faut absolument les vacciner. Maintenant, un enfant normal qui ne pose pas de problème, à la limite, j'insiste sur les terrains à risque. Et d'ailleurs, voilà, les terrains à risque, je vous les montre. Je suis passée très rapidement. Je vous les montre. Ça ne passe pas, ça passe. Les terrains à risque. Regardez, là, vous avez en P3 la drépanocytose. Je veux absolument vous les montrer, les terrains à risque. Cette publication, elle est très intéressante. Elle est où? Ah oui, elle vient après. Oui, elle vient après celle-là. La voilà. Regardez. Regardez les terrains à risque. L'âge inférieur à 3 mois. L'insuffisance respiratoire chronique, la mucoviscidose, les cardiopathies, les encéphalopathies, le déficit immunitaire, la drépanocytose, les hypotrophes, les diabétiques. Je retrouve les mêmes facteurs de risque que le Covid en dehors de l'asthme, qui a priori n'est pas un facteur de risque, sauf lorsque l'asthme est mal contrôlé. Les drépanocytoses, les déficits immunitaires, les asthmatiques, les diabétiques, les mucoviscidoses doivent absolument recevoir le vaccin antigrippal. D'accord? Donc, si déjà on vaccine ces terrains à risque, on va beaucoup gagner. Voilà. Oui. Donc, merci, professeur Slaoui, pour ces observations très pertinentes qui ont surtout le but de sensibiliser nos pédiatres à l'infection H1N1 qui maintenant devient un peu sévère, surtout dans cet hiver où il y a beaucoup d'infections à coronavirus 19. Donc, pour la deuxième observation, l'enfant asthmatique qui a fait une forme sévère, une infection sévère, est-ce qu'il n'y avait pas un terrain de déficit immunitaire? Non. Il n'y avait pas de déficit. La grippe est un facteur de risque sur asthme. Un asthme qui suit un bon traitement de fond, avec une bonne observance, une bonne technique d'inhalation qui est éduquée, je lui conseille la vaccination. Je n'ai fait que ça les jeudis, pour la consultation. Mais lui, il ne prenait pas de traitement de fond, il n'était pas... il ne prend pas son traitement de fond, il y a cette inflammation de type H2 qui prédispose à l'infection H1N1. D'accord? Mais il n'a ni déficit immunitaire ni rien du tout. L'asthmatique, contrairement au Covid, est un gros terrain à risque
de grippe sévère. Il faut vacciner les asthmatiques par le vaccin de la grippe. Les drépanocytaires, les déficits immunitaires, les mucoviscidoses, etc. etc. Voilà. Merci beaucoup, madame. Question, docteur Bouracha. Je reviens sur le PCR multiplex. Oui. Est-ce que, du point de vue sensibilité et spécificité et le nombre de virus, la batterie? Alors, sensibilité, spécificité, sincèrement, je ne suis pas microbiologiste. Le travail, je remercie beaucoup le professeur Zarouali et l'équipe, Madame Mbadri et toute son équipe. Là, a priori, elles ont une bonne sensibilité, une bonne spécificité et elles permettent de diagnostiquer 16 ou 17 virus et 3 bactéries atypiques, le chlamydie, le mycoplasme et le bordetelle. Et maintenant, il y a le test rapide grippe A dont a parlé Roberto hier. D'autres questions dans la salle? Oui. Pour cette intervention. Donc, puisqu'on travaille en coordination des centres hospitaliers des hôpitaux périphériques avec les centres hospitaliers universitaires, donc l'automne, l'hiver, toujours c'est comme ça la riposte contre les bronchiolites virales. On a une classification, la bronchiolite légère, modérée, sévère, très sévère. Et les terrains maintenant, c'est terrain inférieur à 3 mois, mucoviscidose, déficit immunitaire. Donc, nous, puisqu'on essaye d'agir en amont, ici maintenant et en avant en cas de bronchiolite virale. Je trouve que c'est judicieux dans ce cas, en cas de bronchiolite comme ça, sévère, ou bien les terrains, les déficits immunitaires, et comme vous nous avez montré, est-ce qu'il ne fallait pas mieux que dans ce cas-là, quand on a ce type de bronchiolite virale, est-ce qu'on ne devrait pas les transférer dans un milieu spécialisé au lieu de jouer avec? Et merci. Bien sûr, on collabore. Nous, on est inondés de malades. Moi, dans mon service, j'ai hospitalisé 147 bronchiolites en un mois, avec une annexe créée par la direction de 16 lits pour aider. Nous prenons essentiellement en priorité les bronchiolites sévères et je découvre pas mal de bronchiolites sévères qui révèlent une cardiopathie. J'ai eu une petite Malek, un très beau bébé, il est à haut niveau. Bronchiolite virale. Ah, elle a un mugu buccal. Ah, elle a une diarrhée depuis 3 mois. Déficit immunitaire combiné sévère skid transféré chez le professeur Bousfera. Écoutez, bien sûr, nous, on est là pour recevoir le niveau 3. On ne refuse pas. Par contre, on est inondé de bronchiolite légère, de bronchiolite modérée que j'aimerais que vous nous aidiez à les prendre. Mais ça ne se discute pas, je partage parfaitement ton avis. On peut se réunir, faire des stages, dialoguer, pas. Oui, donc ça se sent. Merci bien. Il y a d'autres questions? C'est bon, donc. D'accord, merci beaucoup, professeur Slavi. Bravo. On va changer de répertoire, de respiratoire à la gastro. Je laisse la parole à Hamzé de présenter notre. Donc, bonjour tout le monde. J'ai l'immense plaisir d'être parmi vous à ce congrès d'ACPP qui demeure l'un des grands rendez-vous scientifiques de pédiatrie au Maroc. Et par la même occasion, je remercie tous les organisateurs de cet événement avec à la tête M. Afif et Mme Belissa. J'ai le grand plaisir de co-animer cette séance avec mon ami professeur Hida. Donc cette séance est invitée d'éminents experts marocains. Donc la parole est à la professeure Akari, notre éminent expert en gastroentérologie pédiatrique. C'est Hamzé, c'est Hida. Donc c'est toujours un plaisir de participer à CPP, à ce congrès qui devient une rencontre incontournable. Il y a beaucoup d'échanges scientifiques. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de participer à cette séance de cas clinique comme à l'accoutumée. Et je participe par une seule observation concernant une thématique de diarrhée chronique.
chronique. Alors, il s'agit d'une petite Doha, âgée de 7 ans, et qui a consulté, avant qu'on la voie, pour une diarrhée chronique. En effet, il avait un allaitement mixte, il a été diversifié à 4 mois, et il avait même reçu le lait de vache entier à l'âge de 5 mois. À l'âge de 5 mois, et cette diarrhée chronique, donc un interrogatoire, c'est une diarrhée glaireuse depuis l'âge de 3 ans. C'est une diarrhée chronique qui évolue depuis l'âge de 3 ans. Et un examen clinique, rien de particulier, on donne un léger retard, à moins une déviation standard, donc pour la taille, pour le poids, mais il avait une pâleur cutanée généralisée et il n'avait pas de pathomégalie, ni de splénomégalie, donc toutes les aires urinaires étaient libres et il n'y avait pas de signe hémorragique par ailleurs. Alors, devant cette fille de 7 ans qui présente une diarrhée chronique avec une pâleur cutanée généralisée, qu'est-ce qu'on peut évoquer? Malabsorption, oui, en l'occurrence, cœliaque, coviscidose, c'est par maldigestion, mais c'est automatiquement ça tombe dans la discussion. C'est tout. Giardiase, oui, chronique aussi. La giardiase, le fait que les kystes de Giardiase peuvent s'enchasser dans la muqueuse jejunale et cause à la longue un certain syndrome de malabsorption. C'est rare, on en voit de moins en moins, donc en raison des conditions d'hygiène, pas comme auparavant, mais il peut être aussi une cause de malabsorption. Oui, mais il n'a pas l'air, parce qu'il n'a pas d'œdème, pas de syndrome édémateux. Elle est jeune, mais ça traîne depuis l'âge de 3 ans, donc on peut ajouter peut-être une entéropathie allergique au protéines de lait de vache possible, donc qui simule en tout point une forme chronique de maladie cœliaque. La non-IgE médie, donc ça fait partie des maladies, donc des manifestations digestives allergiques, c'est-à-dire le non-IgE médie. Très bien, bon voilà, vous avez évoqué tout, donc c'est ce qu'on peut évoquer de prime abord. Et donc on a demandé un bilan, ça avant que je la voie. Donc le premier était un hémogramme, et l'hémogramme il montre l'anémie à 8,5 hypochromicrocytaire avec une ferritinémie très basse. Parasitologie par ailleurs était négative, et la fonction rénale, sachant qu'une parasitologie normale n'élimine pas à tout prix une giardiase, mais elle était négative et la fonction rénale, l'hémogramme, son cas tellement. Pardon? N'ont pas été demandés, malheureusement, mais le médecin qui l'a vu avant, il a demandé carrément une fibroscopie avec biopsie duodénale qui avait montré une atrophie vésiculaire stade 3A selon la classification de marche modifiée. Une classification adoptée par les adultes, mais elle est aussi adoptée par la population pédiatrique. Le 3A, c'est partiel. Le B, c'est subtotal, c'est ce qu'on disait avant. Et le C, c'est total. Donc ici, c'était une atrophie vésiculaire partielle. Et le médecin qui l'avait en premier, donc il a démarré un régime sans gluten. Et 6 mois après, je la reçois. C'est une consultation en juin 2020. Doha, il avait un transit normal, ce régime sans gluten. Les conjonctives étaient normocolorées. Et j'ai demandé des anticorps antitransglutaminase qui se sont révélés négatifs. IgA. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution? Il avait l'anémie, il avait la diarrhée, et il a été mis sur régime sans gluten, et il ne s'est pas amélioré. Donc, 6 mois après, transit normal, conjonctive normocolorée, et les anticorps antitransglutaminase que j'ai demandé étaient négatifs. IgA. Pardon? Il était sur régime. C'est normal, donc c'est une évolution normale sur régime sans gluten. Mais certes, c'est une amélioration clinique sur régime, mais il n'y avait pas de sérologie initiale. Et on avait démarré un régime sans gluten sur la seule atrophie vésiculaire partielle.
Donc nous voyons donc au quotidien des maladies cœliaques. Moi je pense que conformément aux recommandations, on est un petit peu dans l'intempestif. Mais cette bonne évolution, donc on est un peu, on hésite, hein, il y a une bonne évolution, mais n'importe quelle maladie autre, elle peut évoluer favorablement et on croit que c'est une maladie cœliaque, mais il n'y avait pas de base sérologique ni histopathologique. Que faire? Pardon? C'est-à-dire l'épreuve de réintroduction. Voilà donc une proposition, je ne sais pas ce que vous pensez, et il dit qu'il faut arrêter le régime et mettre à zéro donc tout le compteur pour voir ce qui se passe. C'est une proposition. J'attends d'autres propositions. Est-ce qu'il faut laisser cette fille sous régime sans gluten en raison de la bonne évolution sous régime sans gluten, sachant que les anticorps étaient négatifs, témoignant probablement de la bonne évolution sous régime, ou bien c'est pas une maladie cœliaque. Donc le fait d'avoir des anticorps négatifs. Donc pour elle, une proposition, il dit réintroduire le gluten. C'est ce qu'on appelle le test de réintroduction, qu'il a de nos jours peu de place. Mais il avait beaucoup de place à l'époque où il y avait les anciennes recommandations de l'ESGAN, où il y avait 3 biopsies. Et on faisait, avant l'avènement des anticorps antitransglutaminase, on faisait la première biopsie diagnostique. S'il montre une atrophie villositaire totale, on met le patient sur régime sans gluten et on attend 1 an, et on fait une deuxième qui va attester de la restauration de l'architecture de la muqueuse intestinale. Et après, et surtout vers l'âge de 5 ans, et pas à n'importe quel âge, on propose une réintroduction, c'est ce qu'on appelle l'épreuve de réintroduction, et on fait une biopsie après. Ça, c'est l'époque où on n'avait pas la sérologie. Mais depuis qu'on avait la sérologie, une sérologie positive avec atrophie subtotale ou totale, parfois même partielle, mais avec une sérologie parlante, on commence le régime et le diagnostic est déjà fait et on n'a pas besoin de refaire la deuxième ou troisième. Voilà, donc juste pour vous remettre dans le... Alors, elle propose une réintroduction. Est-ce que tout le monde est d'accord? On réintroduit? Réintroduit. On n'a pas le dosage des IGA. On n'a pas le dosage pondéral des IGA. Mais il a bien évolué et malheureusement, on n'a pas les anticorps antitransglutaminase initiaux. Et ici, c'est négatif, c'est conforme avec une bonne évolution. C'est conforme, hein. Toujours ici, ça ne peut pas être une maladie cœliaque. Mais c'est une excellente réflexion, dans la mesure où on a libéré le régime, c'est l'épreuve de réintroduction. Donc l'épreuve, on le garde aujourd'hui avec des indications bien précises. Chaque fois que le diagnostic, que le régime sans gluten est démarré de façon intempestive, c'est-à-dire sans preuve, ou bien chaque fois que les bases diagnostiques ont été un peu bafouées. Soit qu'on n'a pas une sérologie initiale comme celle-là, soit on a une sérologie pour laquelle on a démarré le régime mais on n'a pas une base histopathologique, etc. Donc les indications restent limitées. Alors on a démarré et à 3 mois et 6 mois après la réintroduction, dosage des anticorps antitransglutaminase jeunes et il reste négatif. Vous l'avez entendu? Il a dit, est-ce qu'il est associé parce que... pardon? C'est ça. Tout à fait. C'est bien qu'il y ait cette réflexion dans la salle. Hein, c'est 12. Ah, la remarque. Non, sa remarque, il a dit, même si on a des anticorps antitransglutaminase négatifs 3 mois et 6 mois après réintroduction, pour elle, si c'était une maladie cœliaque, on aurait assisté à la positivation des anticorps antitransglutaminase. Donc pour elle, c'est anormal que les anticorps persistent à être négatifs 3 mois, 6 mois après la libéralisation du régime. L'enfant, il prend le gluten normalement. Donc pour elle, c'est pas normal. Et dans ce cas-là, il faut chercher un déficit. Et un déficit en IGA. J'ai pas d'IGA, je ne peux pas. Même si j'ai une maladie cœliaque, je ne peux pas fabriquer des anticorps antitransglutaminase. Et c'était le cas. Regardez
Regardez, dommage, le dosage pondéral des IGA, il était à 0,03, il est effondré. Et donc 1 à 2% de la population générale peuvent avoir ce déficit en IGA. Et vous allez me dire, mais pourquoi les anticorps antitransglutaminase IgA seulement au début? Parce qu'ils sont sensibles et sont spécifiques. Ils sont plus spécifiques que les anticorps antitransglutaminase IgG. C'est-à-dire qu'on a d'autres authentiques situations où on peut avoir des anticorps antitransglutaminase IgG positifs. Mais l'IgA, s'il est positif, c'est spécifique. C'est pour ça qu'il va falloir faire le dosage pondéral. Et le dosage pondéral, il était effondré dans le cas de Noël. La normale était de 0,34 à 3 et il avait 0,03. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dosé les anticorps antitransglutaminase IgG, il était très élevé. Je vous dis, moi j'ai reçu cette patiente 6 mois après l'origine sans gluten. Ils étaient très élevés. Et malgré tout, il va falloir confirmer par une biopsie. Et cette biopsie, elle a montré une atrophie villositaire totale grade 3C. Ce n'est pas le 3A total. Donc, sous réintroduction, ça le corollaire, vous allez me dire, mais on a une sérologie positive et on avait une atrophie villositaire partielle, pas la peine d'aller refaire la fibroscopie. C'est juste pour vous dire que même au niveau de l'anapathe, on peut se tromper. C'est-à-dire qu'on peut même avoir des biopsies qui sont soit faussement positives, soit négatives. Il suffit que les fragments ne sont pas bien orientés. L'anapathe peut interpréter à tort une atrophie villositaire et l'inverse est vrai. C'est-à-dire on tombe sur une zone où il n'y a pas cette atrophie, ou bien l'anapathe est là. Donc, le corollaire, c'est que je veux que vous gardiez ça. C'est-à-dire que vous gardez un œil critique sur l'interprétation des examens. C'est-à-dire que c'est parce qu'on me donne toujours, je dois rapidement le prendre oralement. Non, je dois toujours interpréter les choses en fonction de ma clinique. Et là, la maladie est confirmée et il a été mis sur régime sans gluten pour demain. Donc voilà. Premier élément qu'on peut tirer, c'est qu'il faut toujours confirmer avant de démarrer un régime sans gluten, parce que le régime sans gluten, il est à vie. Et on ne peut pas entreprendre un régime à vie très contraignant, surtout pour un enfant qui va être adolescent. Et on a vu même des tentatives de suicide chez des adolescents qui n'acceptent pas le régime sans gluten. Donc ce n'est pas une mince affaire. Autant l'asseoir sur de bonnes bases, des bases sérologiques et anatomopathologiques, et de la cohérence entre la clinique, la sérologie et l'anapathie. Et cette observation illustre en quelque sorte, parce qu'on est resté un petit peu. Et puis deuxième chose, vous allez aussi me dire, mais autant demander systématiquement les anticorps, le dosage pondéral des IgA. Oui, c'est ce qui est dans les recommandations, mais il faut toujours s'adapter à notre contexte. Et l'économie de la santé l'interpelle. Donc, si je fais des anticorps IgA et ils reviennent positifs devant un tableau très suggestif, pas la peine d'aller alourdir la facture par un dosage pondéral qui serait un petit peu abusif. Donc, on le fait, mais la plupart de vous, si vous êtes dans le secteur libéral et vous avez la possibilité de le demander, demandez-la en même temps les anticorps antitransglutaminase IgA et le dosage pondéral des IgA, comme ça pour éliminer en cours de route cet éventuel déficit en IgA. Juste pour vous rappeler, comment nous traitons, c'est-à-dire comment nous prenons en charge un malade suspect d'avoir une maladie cœliaque. La première, on fait les anticorps antitransglutaminase, et par souci, on ne demande pas systématiquement. Si c'est positif, on est probablement devenu une fait une biopsie duodénale, et s'il montre une atrophie villositaire, on demande le régime sans gluten, et au bout d'un an, on ne refait que les anticorps qui, normalement, doivent se négativer après un an d'évolution. Dans l'autre cas, où les anticorps s'avèrent négatifs, à ce moment-là, on fait un dosage pondéral des IgA, si le tableau est très suggestif. Alors on fait le dosage. Si le dosage revient normal, le taux normal, à ce moment-là, on peut émettre quelques réserves sur le diagnostic. Et attendre, on peut, si le tableau clinique est évident et peu évident, on peut observer une surveillance, et tout se résume à une surveillance. Quand je dis surveillance, c'est-à-dire à intervalles réguliers, 6 mois, 9 mois, il faut choisir l'intervalle qu'il faut, pour
refaire les anticorps antitransglutaminase. Si le tableau est typique cliniquement et le dosage pondéral est normal avec les anticorps négatifs, je peux passer à la biopsie directement. Je peux passer, et s'il montre une atrophie villositaire totale, c'est là. Et s'il est normal, il n'y a pas de maladie cellulaire. Par contre, si le déficit est avéré, alors on demande des anticorps antitransglutaminase IgG. S'ils sont négatifs, on va tomber dans la même situation. Certainement, vous allez poser la question par rapport aux recommandations, notamment de l'ESPGHAN. Et l'ESPGHAN, on va retrouver pratiquement le même, c'est les recommandations, déjà depuis 2012, c'est les recommandations de l'ESPGHAN. Il y a une seule clause, je ne vais pas vous surcharger avec ça, mais une seule, ils demandent les anticorps antitransglutaminase IgA et IgA parce qu'ils ont les moyens, même la chaîne là, ils n'hésitent pas. Et il y a seulement, s'il est positif, il trouve le luxe de transférer le malade à un gastro, alors que vous pouvez le prendre en charge à votre niveau. Et si les anticorps sont 10 fois la normale, et ici, la nature aussi des anticorps antitransglutaminase nous interpelle, soit le qualitatif, soit le quantitatif. Et là, le quantitatif, l'ELISA, il a beaucoup d'intérêt dans ce cas-là, parce que supérieur à 10 fois la normale, qu'est-ce qu'ils disent les Européens? Malheureusement, on interprète, on prend cette branche et on essaie de l'appliquer chez nous. Il est difficile à l'appliquer, je vais vous dire pourquoi. Alors, si les anticorps antitransglutaminase sont supérieurs à 10 fois la normale, par exemple, je suis à labo, j'ai par exemple, le normal c'est 10. Inférieur à 10 c'est négatif, supérieur à 10 c'est là. Donc, il faut avoir 100 pour parler de cette situation. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils disent 10 fois la normale, les anticorps antitransglutaminase, mais je dois conforter ma biologie avec les anticorps, là, les anticorps anti-endomésium et le typage HLA. Vous savez que la prédisposition, c'est DQ2, DQ8. Il y a beaucoup de personnes dans la population qui ont le DQ2, DQ8, mais ils n'ont jamais fait la maladie cœliaque. Mais le contraire est vrai. C'est-à-dire qu'il a une valeur prédictive négative importante. Il n'y a pas de maladie cœliaque sans prédisposition DQ2, DQ8. Mais je peux l'avoir, je peux faire partie de la population qui a le DQ2, DQ8, mais je n'ai pas de maladie cœliaque, par exemple. Donc, ils demandent les anti-endomésium et le typage HLA. S'ils sont positifs, les anti-endomésium sont positifs, et là, le terrain HLA DQ8, on cible la maladie cœliaque sans avoir eu recours à la biopsie. Vous allez me dire que c'est facile, mais ce n'est pas facile sur le plan économique. Parce que faire l'ELISA, faire l'anti-endomésium, faire le typage HLA, on va tomber entre 4500 et 5000 dirhams, rien que pour éviter une fibroscopie. Les Européens disent que si, par exemple, les anti-endomésium, le typage HLA, il y a une discordance, soit un faux négatif ou un faux positif, par exemple, ici, j'ai encore le temps, c'est évident. Deux. Donc ça va. Alors si les anti-endomésium sont positifs et l'HLA négatif, c'est un faux négatif HLA, il faut faire la biopsie. C'est pas évident. Si l'anti-endomésium est négatif, toujours dans cette situation, négatif et l'HLA négatif, c'est un faux positif transglutaminase. Les 10 fois. Si l'anti-endomésium est l'HLA positif et l'anti-endomésium négatif, à ce moment-là, il faut faire une biopsie. Et donc, dans ce cas-là, on va tomber dans la situation où l'ELISA montre des anticorps inférieurs à 10 fois la normale. Donc, si les anticorps sont inférieurs à 10 fois la normale, on est dans la situation comme la montre, comme l'arbre décisionnel que je vous ai montré. C'est-à-dire anticorps positifs, biopsie. Si supérieur à 10 fois la normale, et j'ai la possibilité de demander les anti-endomésium et la HLA, je peux ne pas faire la biopsie. Voilà donc le résumé de cet arbre décisionnel. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, M. pour cette observation très pertinente. Donc,
à vous la parole. Sidi Rachid, il voulait tout à l'heure, j'ai répondu à travers le schéma. Merci Sabkhari pour cette brillante présentation. Vous avez pris une observation réelle pour mettre le point sur. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'il faut demander, comme l'a dit très bien. J'essaie de reprendre les choses pour les retenir. Les anticorps, antitransglutaminase IgA. C'est vrai, là, on peut être un petit peu. Est-ce qu'on demande immédiatement les IgA totales? Parce que surtout dans le secteur libéral, pour abréger le temps, ou là, de demander également les IgG, ça demande de la bourse de clients. Donc, IgA, transglutaminase, IgA total, donc ça, c'est la base de raisonnement. C'est vrai, les critères diagnostiques qui ont été revus, vous le savez, donc les SPGAN 2020, ils ont essayé de simplifier un petit peu cet algorithme, dans la mesure où est-ce qu'on est obligé de faire la biopsie? Chez eux, donc ils se permettent. Il faut adapter ces recommandations. Dans notre contexte, on ne peut pas prendre ces recommandations telles qu'elles sont. On a des difficultés à interpréter les résultats. Par exemple, les recommandations actuelles, européennes, nord-américaines, c'est-à-dire les IgA transglutaminase, IgA total, quand c'est positif, bien sûr, si supérieur à 10 fois la normale, il y a un point d'interrogation. Est-ce qu'on reçoit tous des laboratoires les résultats de telle façon? 10 fois la normale, les normes de laboratoire, ça change. Donc si c'est positif, c'est supérieur, on demande un deuxième prélèvement. Et là, je dois attirer l'attention des anti-division. Et moi, je m'amuse à interpréter ces résultats. Les anti-division, c'est la même chose que les antitransglutaminase, mais la méthode, c'est pas la même. Les IgA, c'est ELISA, c'est automatique. Les anti-division, c'est l'immunofluorescence. Et la majorité, presque tous les laboratoires, quand ils répondent sur les anti-division, ils utilisent l'ELISA. Or, c'est pas la même chose. L'anti-division, il est très difficile à réaliser parce que c'est l'œsophage de singe. Et c'est très cher. Donc, pour vous dire que c'est très difficile d'avoir et d'appliquer les recommandations européennes dans notre contexte. Et là, on reste, quand vous avez une suspicion, donc, c'est vrai, les gastropédiatres, ils sont très peu nombreux, donc un avis spécialisé, parce que c'est le quotidien. De mettre sous régime sans gluten un enfant à vie sur quelques critères, et à la semaine, j'ai la même patiente que vous. Donc, est-ce qu'on a peut-être, là, je voudrais attirer l'attention, c'est un examen qui est un petit peu cher, HLA DQ8, comme l'a dit Sabkhari, il a une valeur prédictive négative presque à 100%, à 99%. Dans cette situation, pour abréger les temps, et là, quand les parents sont inquiets de reprendre, il y a des mamans qui ont la phobie de reprendre le régime. Donc, dans ce cas-là, on peut se permettre de demander le stylpage HLA DQ2 en leur expliquant qu'on ne va pas régler le problème. Si il revient négatif, on classe l'affaire, ce n'est pas une maladie cœliaque. Si c'est positif, on continue, on va faire la même chose. Donc c'est très important le diagnostic, et c'est une observation, c'est un vécu, je peux attirer l'attention. Il faut demander ces examens, c'est une maladie qui est assez fréquente, et savoir quel examen, et demander l'avis pour redresser un petit peu le diagnostic. Voilà. Merci beaucoup, ça pour moi. Merci, professeur Hida, pour ce complément d'information. Madame Slaoui. Très belle observation. Moi, je vais titiller. Elle a un déficit en IgA. Est-ce qu'elle n'avait pas de symptômes respiratoires? Pas du tout. Du tout. Du tout. Voilà. Parce qu'il peut Si j'avais évoqué la mucoviscidose parmi les... Non, c'est pas pour la mucoviscidose. C'était pour la forme digestive pure. Mais il n'avait pas de sécrétion respiratoire, cet enfant. Il avait la parocutanine muqueuse, anémie sidéropénique, fériprive, et il avait ce léger retard, moins une diversion standard. Parce que le déficit IgA, il peut rester latent, mais il peut donner des infections respiratoires à répétition, voire même une dilatation des bronches. Mais 2% de la population, ils ont ce déficit et ils vivent avec sans problème. La forme latente. Voilà. Parfait. Merci, Elle est madame très Slaoui. conséquente avec la maladie cœliaque. Monsieur, on peut faire le dosage d'IgA à partir de quel âge? 4 ans ou tous les âges? Il n'y a À pas partir de de quel âge? Il n'y a pas de limitage. Le dosage des IgA. Là, tu parles des anticorps antitransglutaminase ou le dosage pondéral? Parce qu'on dit qu'on parle de déficit à partir de l'âge de 4 ans, non? Là, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'on est avec un capital qui est transmis par la maman,
puis après, à partir de 6 mois, on est en train de faire, et en parallèle avec la maturation immunitaire, en train de fabriquer, certes, avant l'âge de 5 ans, 4 ans, on a un dosage qui est moindre que, mais pas effondré, 0,03, pratiquement nul, mais un taux inférieur à celui de l'adulte, il est acceptable à cet âge. Mais pour les transglutaminases, il n'y a pas de limitage. Il a parlé de dosage pondéral, il voulait dire de dosage pondéral. Non, c'est pourquoi j'ai fait ça, j'ai relaté quelque chose que nous vivons. Nous sommes des hospitaliers, on reçoit des gens, des patients d'un niveau socio-économique défavorisé, et c'est pour ça qu'on est toujours avec l'économie de la santé, etc. Si on pouvait, les Européens, parfois, on se donne le kit, fait le complète, fait lâcher là, fait l'endure, mais là, on doit gérer. Si je peux grignoter sur ça, je le fais. Mais par exemple, si votre cas, par exemple, vous êtes dans un cabinet, vous avez des patients qui arrivent et qui ont les moyens de le faire, bon, je demande les anticorps antitransviraux IgA, IgG et dosage pondéral des IgA. Pourquoi pas? Voilà. Et j'ai vu pas mal de confrères qui m'adressent les patients avec ce bilan-là, comme celui-là. C'est-à-dire parce que c'était possible. Il a une couverture, il a la possibilité de le faire, il n'y a aucun problème. Nous, je vais vous dire une chose, encore c'est plus étonnant, parfois quand on demande, surtout dans le secteur privé, le dosage pondéral des IgA, ils sous-traitent en France. Il faut attendre 10 jours, 15 jours pour avoir ce taux d'IgA. Donc c'est pour ça que je dis, de prime abord, je demande les anticorps antitransviraux IgA et l'ISA, plus spécifiques, sensibles, etc. S'il est positif et en conformité avec l'état clinique de l'enfant, un tableau très suggestif que j'ai. Voilà, donc ça y est, le diagnostic est fait, avec moins de frais, et puis voilà. Certain. Ça prend le problème chez nous. Merci beaucoup, professeur Abkari, pour cette observation. Le problème qui se pose chez nous au milieu hospitalier, c'est qu'on reçoit beaucoup de malades qui ont des niveaux socio-économiques un peu bas. Donc, de votre stature pondérale, on demande les IgA antitransglutaminase. Et dans de rares cas, ils sont positifs. Mais malheureusement, c'est le cheminement pour aller vers un gastropédiatre pour faire une biopsie gyrale, et revient pour commencer le régime, c'est ça le problème. Parce qu'il n'y a pas de conduite pratique simple pour ce genre de malades, n'ayant pas tous les moyens pour aller vers un gastropédiatre, sauf bien sûr dans des cas, nous, on connaît nos amis gastropédiatres, qu'on adresse avec tous les moyens, voilà, parce qu'il n'y a pas un cheminement simple. Ce ne sont pas des malades qui ont tous les moyens, les malades de privé pour aller faire ça. Le cheminement, il est simple, bien sûr, si vous suspectez une maladie, je refais la même chose tout à l'heure, c'est une maladie quand même, on va proposer un régime sans gluten à vie. À vie. Voilà. On dit dans la série un cas de suicide rien que parce qu'il a refusé. Il refuse le régime sans gluten à un adolescent. Donc c'est quelque chose de lourd. On a tendance à donner le régime et ça y est après. Mais il faut voir. Alors on a fait une thèse sur les répercussions sociales d'un tel régime sans gluten. C'est lourd. C'est lourd. Donc, moi, je suis pour asseoir un diagnostic solide pour quelque chose qui va se poursuivre durant toute la vie. Donc, à un certain moment, j'aurai quelque chose sur la conscience. Si je démarre sur des anticorps seuls, ou je démarre comme sur une atrophie partielle, non. On n'est pas devant une infection éphémère pour laquelle on peut se rattraper, etc. Là, c'est un régime à vie. Moi, je pense autant l'asseoir sur de très bonnes bases. Le circuit simple à Serdar, il faut établir le circuit. Moi, je pense qu'on reçoit beaucoup de malades de la périphérie, des hôpitaux périphériques de Casablanca. Et puis, ils sont programmés comme les autres, sachant qu'une biopsie jugulale, ce n'est pas une urgence. C'est-à-dire qu'il va à une demande énorme, et puis le matériel, vous savez, vous devez stériliser entre les deux patients, etc. Donc, c'est des contraintes qui font que parfois les rendez-vous paraissent à Casablanca, la seconde Casablanca, paraissent un peu zid le capital humain, etc.
le circuit simple à Serdar, il est facile d'établir. Si j'ai au téléphone Serdar, à ça, devant l'agenda, on va donner le rendez-vous, il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais refusé ça. Donc le circuit, il faut l'établir. Il a خدمتي وشفتي ذاك المريض مسكين غيمشي va se perdre en route ولا جايب ما كومبان وما عرفش شو سيركوي اكسيتيرا ما فيها باس التليفون نقول لك راه demain ou là tout à l'heure je serai devant l'agenda et on ferait ça pour arranger tout à fait. Il faut se donner les moyens pour poser le diagnostic parce que pour la maladie cœliaque, le diagnostic un jour, l'origine c'est pour tous les jours. Donc, je crois que notre pays se développe, les moyens sont là, il faut juste les rationaliser et faire des protocoles adaptés à notre contexte. Si vous voulez, question, madame. Oui, madame. Sur Marrakech, on a des associations maintenant qui s'occupent des maladies cœliaques. Tout à fait. Même à Casa. Le problème qui se pose, c'est qu'il faut avoir des ustensiles à part. C'est une hygiène extrême. Attendez, Sophie. C'est une question pertinente. Il ne faut pas se laisser faire parce qu'il y a des gens qui. Je ne vais pas citer les noms. Parfois, je me suis trouvé par hasard avec quelqu'un dans une conférence destinée aux malades cœliaques. Et le type, n'est pas médecin. Alors, il a commencé à dire, regardez-moi, des gens dont 80% sont des malades suivis, la maladie cœliaque. C'était 300 à 400 personnes. Les parents ici, il leur a dit, écoutez, même l'odeur, ou l'expression, moi je me suis révolté, j'ai arrêté ça. Attendez, c'est pas hygiémédie, ça, c'est pas une allergie. Hygiémédie. Mais je dis, chef, il y a un choc anaphylactique. Donc on n'est pas dans cette logique. Maladie cœliaque, c'est un autre mécanisme, c'est pas la spinatolérance, c'est un mécanisme, c'est des peptides modifiés qui ont abouti à une cascade inflammatoire qui a entraîné la destruction de la muqueuse, mais ça peut attendre. Donc, finalement, on retrouve dans le même état d'esprit des associations. Les ustensiles, je propose même le même plat familial pour encourager le plat familial. C'est socialement extraordinaire. يكون في البلا فاميليال وياخذ من الفوق وداك الشيء باش ما يحسش براسو معزول حيت راه vous ne pouvez pas imaginer à la longueur des années quand on discute avec ces enfants qui deviennent des adolescents d'abord la consultation etc. C'est pas évident. Donc moi je pense qu'on doit prendre le temps, moi je prends le temps personnellement pour expliquer le régime sans tutelle. Au fait, voilà, j'ai entendu l'association attention, les ustensiles, il faut que. Socialement, c'est très difficile à accepter et on n'est pas devant une hygiénétique. Le seuil de gluten, etc. Parce que là, c'est une autre discussion. Oui. Ça me paraît des questions pour ceux qui me suivent en ligne. Question de Brian. Faux HLA négatif, point d'interrogation. Bon, faux HLA, ça veut dire que ça a été mal fait, hein, c'est tout. Donc c'est un test génétique. C'est un faux, oui, là, ça a été mal fait. Bon, il y a des gens qui savent le faire et des gens qui ne le savent pas. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, les examens, ils ne doivent pas nous guider. Vous devez toujours interpréter l'examen en fonction de l'état clinique de votre examen. Faites confiance à votre examen clinique et à l'interrogatoire. Donc si un examen n'est pas conforme, j'ai le droit de le remettre en question et j'ouvre une parenthèse pour les anticoagulants. Il est quitte, il quitte. Oui. Les quittes ne se ressemblent pas. Ouais, il dit que parfois les laboratoires dosent les IgE au lieu des IgA totaux. Donc ça rejoint le. Il y a des laboratoires qui se font payer pour un ELISA quantitatif et ils te font un qualitatif. Donc, je suis le test Covid, avec la plaque. Instantané, 2 minutes, vous avez le résultat. Un quantitatif. Le qualitatif. Bon, j'ai fait un travail comparant le qualitatif, il est très prometteur. C'est bien. Parfois, pour l'interprétation, vous avez vu supérieur des fois, inférieur des fois, etc. Merci, Oussad Abkari. Donc, on va avant de clôturer cette session. Donc, je tiens à remercier toute la salle et tous les organisateurs pour ces cas cliniques très pertinents. Et ceux qui nous suivent en ligne aussi, donc, qui sont remerciants. Donc, on le remercie également. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.